Bonjour à tous, ici Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble si oui ou non il faut signer le compromis de vente dans une agence immobilière. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur Louer en courte durée. Alors j'ai souhaité faire cette vidéo parce que dernièrement, Émilie et Jean-Marie m'ont écrit à propos d'un investissement immobilier qu'ils souhaitent réaliser. Alors en quoi consiste cet investissement immobilier? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un immeuble de rapport affiché environ à 100 000 euros dans lequel il y a 100 000 euros de travaux. Donc grosso modo, ce projet immobilier se monte à 200 000 euros. Alors, au moment où Émilie et Jean-Marie ont effectué leur offre d'achat qui a été acceptée, l'agence immobilière par laquelle ils sont passés a absolument tenu à ce que le compromis de vente soit signé en agence plutôt que le compromis soit signé au sein d'une office notariée. Alors, est-ce que ça c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Mais avant que je vous explique pourquoi Jean-Marie et Émilie ont eu des difficultés, ce que je voulais vous rappeler, c'est que l'agence immobilière, en fait, elle est spécialiste de la transaction immobilière au sens commercial du terme, alors que les notaires sont spécialistes de la transaction immobilière au sens juridique du terme. Et ça fait toute la différence et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de cette vidéo, parce que maintenant, je vais vous expliquer quelles sont les difficultés qu'ont rencontrées Jean-Marie et Émilie. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué que l'immeuble sur lequel ils souhaitaient se positionner a été affiché à 100 000 euros, mais qu'il y avait environ 100 000 euros de travaux dans cet immeuble. Et donc naturellement, dans les conditions suspensives d'obtention de prêt, pour pouvoir se couvrir, Jean-Marie et Émilie ont indiqué que le montant de leur prêt dans la clause suspensive serait de 200 000 euros. Et l'agence immobilière a répondu qu'elle ne souhaitait pas que cette clause à 200 000 euros apparaisse dans l'agence parce que 200 000 euros ça embarque les travaux. L'agence souhaitait uniquement cette clause à hauteur des 100 000 euros. Elle s'est même interrogée là-dessus en disant mais si vous mettez 200 000 euros, bah, ça veut dire que vous n'êtes pas certain d'obtenir le financement. Alors jusqu'à preuve du contraire, hein, s'il y a une condition suspensive d'obtention de prêt dans un compromis de vente, eh bien c'est tout simplement parce que oui, on laisse l'opportunité aux acheteurs, entre guillemets, de ne pas obtenir leur prêt bancaire. Et puis je pense que 95% des personnes qui investissent dans l'immobilier ne sont pas certains d'obtenir le prêt bancaire. Et c'est là pour la raison principale pour laquelle cette condition suspensive existe. Alors Jean-Marie et Émilie ont porté l'affaire devant le notaire, c'est-à-dire que le compromis en mode brouillon que l'agence leur a donné, ils l'ont fait relire par le notaire et le notaire a lui également indiqué que cette condition suspensive pouvait être mise à 200 000 euros et pas 100 000 euros. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous faites une offre d'achat, cette offre d'achat, elle met le vendeur et l'acheteur d'accord sur un prix. En aucune manière, cette offre d'achat ne valide le montage financier du projet immobilier. Ça n'a rien à voir, ça ne concerne pas l'agence immobilière, ça ne concerne pas le vendeur. Et donc en retournant voir le notaire, Jean-Marie et Émilie en ont profité pour indiquer qu'ils ne souhaitaient pas payer la proratisation de la taxe foncière. Et ça, c'est tout à fait leur droit parce que je vous rappelle que c'est la personne qui est propriétaire au 1er janvier du bien immobilier qui doit s'acquitter de la taxe foncière. Alors c'est vrai que généralement dans les compromis de vente et dans les actes authentiques, on indique qu'il y aura un prorata de charge, c'est-à-dire que si vous achetez un bien immobilier au 1er juillet, le propriétaire vendeur va s'acquitter de la taxe foncière du 1er janvier au 30 juin et le propriétaire acheteur va s'acquitter de cette taxe foncière du 1er juillet au 31 décembre, mais ça n'est qu'un usage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez un bien immobilier le 2 janvier, eh bien la loi dit que c'est le propriétaire au 1er janvier
qui va s'acquitter de cette taxe foncière. Donc vous allez pouvoir être propriétaire de ce bien immobilier 364 jours et la taxe foncière reviendra au propriétaire vendeur. Mais pour en revenir au projet de Jean-Marie et Émilie, donc après avoir consulté leur notaire, ils sont revenus vers l'agence immobilière avec le compromis modifié qui faisait bien apparaître une clause suspensive à 200 000 € et surtout pas de proratisation de la taxe foncière, suite à quoi l'agence immobilière leur a indiqué que le notaire ou que leur notaire ne connaissait rien à son métier. Vous voyez bien que c'est un petit peu spécial. Le compromis est repassé dans les mains de l'agence et lorsque Jean-Marie et Émilie ont eu le nouveau compromis entre leurs mains, donc toujours en mode brouillon, il apparaissait une nouvelle clause dans laquelle il était indiqué que si ils n'arrivaient pas à obtenir le prêt bancaire, l'agence immobilière avait le droit de porter ce dossier et de rechercher le financement pour eux. Alors en soi, c'est pas quelque chose de très grave, c'est peut-être même quelque chose de bien, hein, puisque finalement ça multiplie les chances d'obtenir un prêt immobilier, mais je trouve la démarche en fait assez bizarre. Pourquoi? Bien parce que dans ce cas-là, on a une agence immobilière qui explique à ses acheteurs que leur notaire ne comprend rien, donc déjà je trouve ça limite. Donc l'agence immobilière est en train de se transformer en notaire et maintenant on a une agence immobilière qui est en train de se transformer en agence de courtage. Donc on se demande vraiment quel est le métier de cette agence immobilière et moi je pense que cette agence immobilière en fait elle fait tout ça pour accélérer au maximum le rythme de la vente et pour pouvoir récupérer le plus rapidement possible sa transaction. Mais le problème dans ce cas-là, c'est que l'agence immobilière, en fait, elle est absolument contre les vendeurs et heureusement qu'Émilie et Jean-Marie, en fait, ont eu la présence d'esprit de relire ce compromis de vente, sans quoi, en fait, tout aurait été en leur défaveur. Et donc la finalité de tout ça, c'est que en fait, ils ont eu gain de cause, il n'y a pas de proratisation de la taxe foncière et la clause suspensive d'obtention de prêt, elle a été positionnée à 200 000 €. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'agence immobilière a été obligée de prendre contact avec le notaire du vendeur et les vendeurs ont bien entendu accepté l'ensemble de ces éléments. Donc au global, cette agence immobilière, dans ce cas précis, elle n'a servi à rien, elle a juste ralenti la vente, elle s'est presque mis les acheteurs à dos. Je pense que Jean-Marie et Émilie ne repasseront pas par cette agence immobilière pour réaliser l'investissement immobilier suivant. Donc voilà quelle est la conclusion de cette vidéo. Lorsque vous investissez dans l'immobilier, c'est des pratiques qui se font de plus en plus. Surtout, ne signez jamais un compromis de vente dans une agence immobilière. Personne ne vous défendra aussi bien que votre notaire ou que votre clerc de notaire. Faites systématiquement relire les compromis de vente par les notaires, par votre notaire et surtout évitez dans la mesure du possible de signer votre compromis de vente dans une agence. J'insiste vraiment là-dessus. Alors fort heureusement pour Émilie et Jean-Marie, tout se termine bien. Ils ont pu faire passer toutes les clauses qui sautaient dans ce compromis de vente, même si au final il a quand même été signé dans une agence immobilière. Mais en tout cas, retenez bien de leur mésaventure, hein, qu'il ne faut pas signer le compromis dans une agence immobilière. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous également vous avez rencontré des difficultés lors d'un compromis avec une agence immobilière, mais n'hésitez pas à faire part de votre expérience dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, je vous mets à disposition une formation sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Dans cette formation, je vous parle de tous les impôts auxquels vous allez être assujetti en faisant de la location courte durée, mais vous allez voir également qu'il y a un certain nombre d'impôts qu'on croit devoir payer et en fait qui sortent du cadre de la location courte durée. Et je vous mets également à disposition deux e-books, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Alors pour accéder à cette formation et pour télécharger ces deux e-books, c'est très simple. Vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette fenêtre. Et puis si vous vous trouvez sur YouTube au moment où vous regardez cette vidéo, je vous mets également les liens d'accès à l'ensemble de ces éléments dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner également à cette chaîne YouTube pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de location courte durée. Puis surtout, n'hésitez pas à activer la petite cloche de façon à être notifié de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, je vous quitte ici pour aujourd'hui. Puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. À très bientôt. Ciao.